l'énergie solaire est un excellent palliatif à l'énergie hydroélectrique. Mais seulement une question se pose, c'est que il ne faut pas, quand on prend des événements, sans prendre au niveau des macrostructures, on ne s'en sort pas. L'énergie hydroélectrique est grandement tributaire des grandes puissances qui installent des barrages hydroélectriques et qui en tirent des profits partout dans le monde. Parce que ce sont des barrages qui coûtent extrêmement cher en termes de construction. Et donc beaucoup de pays ne sont pas à la hauteur. On décriait le cas du Cameroun qui est dans les barrages hydroélectriques, par exemple en Achtigal à peine 20%. Donc, la production hydroélectrique, la construction des barrages coûte excessivement cher et ces grandes puissances tirent des intérêts énormes dans ces barrages. Alors, dire qu'on va mettre sur pied l'énergie solaire pour pouvoir remplacer l'énergie hydroélectrique. Pas forcément remplacer, au moins pour pallier. Au moins qu'on quitte de 0,1% en termes de contribution à la production électrique, au moins à 2%. Là, le gouvernement peut le faire. Mais si le gouvernement arrive à un certain moment et que les grandes puissances voient, parce que les grandes puissances ne regardent que leurs intérêts, voient leurs intérêts chuter, ils sont capables de faire un changement de régime au Cameroun. C'est comme ça qu'ils procèdent. Quand ils se rendent compte que leurs intérêts ne sont pas... Donc vous êtes en train de nous dire de façon claire que les choix politiques qui sont faits par les gouvernants sont des choix politiques qui sont calculés non seulement pour la préservation du pouvoir, parce qu'il ne faut pas fâcher les puissances occidentales. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Quand un président prend le pouvoir en Afrique ou bien dans les pays du tiers monde, parce que c'est pas seulement l'Afrique, il a un choix. Il a le choix de contenter sa population et de se mettre à dos les grandes puissances, ou bien de contenter la grande puissance et se mettre à dos sa population. Il n'y a pas une autre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. Il n'y a pas de troisième alternative. Maintenant, il y a certains bons qui essayent quand même de faire les jeux des grandes puissances, quand même en contribuant un peu à l'avancée de leur population. On le fait, mais il y a d'autres qui ne font plus. Mais dans tous les cas, quand vous prenez le pouvoir, et si vous décidez de nuire aux intérêts des grandes puissances, il faut être prêt à les affronter. Il n'y a pas un autre choix. C'est comme ça que ça marche. Et surtout, ça fonctionne beaucoup plus quand vous avez des pouvoirs qui sont illégitimes. Parce que si vous avez des pouvoirs où vous avez la légitimité du peuple, le soutien du peuple... La légitimité du peuple les importe peu. La légitimité du peuple, on a vu des régimes comme le régime Sankara qui a eu la légitimité du peuple. On a vu par exemple Gbagbo qui a eu la légitimité du peuple. La légitimité du peuple, quand vous avez la légitimité du peuple, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est quand même une force, non? C'est quand même une force. Si le peuple est organisé et si le peuple est préparé à tenir une épreuve de force, parce qu'il y a des peuples qui ont tenu des épreuves de force pendant longtemps avec des grandes puissances. Je prends par exemple le peuple cubain qui a tenu assez longtemps avec le bras de fer de les grandes puissances. Et les États-Unis ont même mobilisé leurs armées pour pouvoir combattre l'État cubain. Ils ont échoué. Quand le gouvernement prépare bien son peuple, il n'y a rien qui peut vaincre un peuple. Les États-Unis ont fui en Afghanistan. Ils ont fui en Afghanistan, ils ont fui partout. Parce que quand le peuple est organisé, rien ne peut le battre, rien ne peut vaincre le peuple. Mais donc, oui, justement, dans ce sens, c'est pour ça que je parle de la légitimité de ce peuple-là en tant que dirigeant. Quand vous avez le réel pouvoir venu du peuple et que ce peuple a été préparé à cet effet pour vous accompagner, vous soutenir dans votre démarche, est-ce que les puissances étrangères peuvent encore avoir la main mise? Non, ils n'auront pas. Ils vont essayer. Ils ne lâchent pas prise. Ils essayent toujours. Ils vont essayer. Et quand ils vont essayer, s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent vraiment pas vous renverser, parce que c'est leur politique, s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent vraiment pas vous renverser, ils vont commencer à préparer votre remplacement. Ils savent que, à l'heure où on est en train de parler, ils ont déjà des remplaçants pour les trois régimes militaires d'Afrique de l'Ouest. Ils en ont déjà. Ils sont déjà en train de préparer leurs remplaçants. Ils savent que, bon, on peut même leur donner 20 ans, on peut même leur donner 25 ans, mais ils sont en train de s'assurer que, après cette échéance de 20-25 ans, ils nous ont battus. Ils le savent. Quand vous parvenez à les battre, ils le savent. Ils nous ont battus, oui. On accepte la défaite. On accepte cette défaite-là. Cette défaite, mais pour mieux nous préparer à reprendre le contrôle de ces pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laisser.
En même temps qu'on On les laisse, ils s'endorment et on crée des cellules dormantes. Très bien, on crée beaucoup de cellules dormantes. Pas une seule partie ne mise pas sur une seule personne. Les hommes sont volatiles, les hommes peuvent changer à tout moment. On crée plusieurs. Et une fois qu'on sent l'affaiblissement, on sent le relâchement. Le relâchement, oui, c'est surtout ça. Le relâchement. Quel que soit votre point, à un certain moment, il y aura le relâchement de l'intérêt du peuple, il y aura le relâchement de l'engouement du peuple. C'est à ce moment qu'on frappe et on vous remplace, on remet encore notre régime docile au pouvoir. Donc, vous nous dites de façon claire que les choix politiques pris par certains dirigeants, tant sur les enjeux énergétiques, sont des choix qui malheureusement sont dictés par les puissances étrangères. Exactement. Ils font des choix pour ne pas toucher ne pas toucher les intérêts des puissances étrangères ils savent très bien. Je prends un autre exemple, je prends quelques exemples. Quand vous dans un pays, la plupart du temps, au monde, ceux qui contrôlent la communication mondiale, c'est qui? Il y a les grands médias qui contrôlent l'information mondiale. Les médias mainstream. Les mainstream médias. Et quand ils décident de se retourner contre une personne, c'est difficile que la personne réellement puisse s'en sortir. Même sa propre population va douter. RFI, BBC, CNN et autres, quand ils commencent à mettre la pression sur une personne. En même temps, ils mettent la pression au niveau médiatique et vous présentent déjà comme le méchant, comme le mauvais. En même temps, il commence à mettre la pression sur la peuple, et le peuple, je voulais dire le peuple, il commence à organiser des manifestations dans votre propre pays, les manifestations se multiplient, et en même temps, quand tout cela échoue, ils mobilisent leurs propres armées, comme en Côte d'Ivoire, comme en Russie, comme en Libye et autres. Mais quand on vous suit, on a comme l'impression que l'Afrique est perdue, parce que là, sur le plan énergétique, ça va être la catastrophe, parce que si vous avez des dirigeants qui font le choix, parce que on a par exemple le barrage de Natigal. Le barrage de Natigal, c'est EDF, la Banque mondiale, et le Cameroun. Justement. Et c'est EDF qui a la plus grande partie. EDF, c'est Énergie de France. Justement. C'est ce que je suis. C'est l'un des barrages qui a coûté le plus cher. Hein? Le plus cher. Et celui dont le Cameroun est le plus dépendant. Oui. Le Cameroun est le plus dépendant de ce barrage de Nachtigal, malheureusement. Alors, ce barrage, les intérêts en jeu, ceux qui tirent le plus d'intérêts, ce sont les étrangers. Oui. Imaginez que le gouvernement le nationalise. Il faut être trop fort pour le faire. Oui. Si vous le nationalisez, le lendemain, parce que les Français défendent les intérêts de leurs entreprises, le lendemain, vous aurez l'État français à dos. Et les gouvernements le savent. Avant de prendre une décision, ils savent que cette décision peut me coûter telle chose. Et quand vous décidez de les mettre à dos, de vous mettre à dos les puissances étrangères, vous n'avez pas d'alternative. Il vous faut un allié de poids, un allié de taille. Et le seul allié capable de les vaincre, il n'y a que le peuple. Oui. Aucun gouvernement, quelle que soit son armée, aucune armée aussi puissante soit-elle, ne peut vaincre un peuple. Les exemples sont partout. Les États-Unis sont allés et à cet effet, parce qu'il faut rappeler que c'est 10 milliards de francs CFA chaque mois pour le barrage Natigal. Exactement. Que l'on consomme ou qu'on ne consomme pas cette énergie. C'est 10 milliards. Ce sont des choix maintenant politiques parce qu'il y a parmi les dociles ceux qui sont plus dociles, il faut le dire. Et il y a ceux qui disent, parce qu'ils savent qu'ils dépendent de l'étranger, ils font donc tout pour pouvoir contenter ceux dont ils dépendent d'eux. Alors ils sont capables d'asphyxier leur population juste pour faire plaisir, pour faire bonne image à ceux dont ce barrage a coûté assez cher. On parle de plus de 400 milliards de francs CFA pour un barrage comme celui-là. Et c'est les Camerounais qui vont rembourser parce que... Et il y a aussi un autre élément qui entre en jeu, c'est que la corruption. Le Cameroun est un pays fondamentalement corrompu et parfois quand on dit ce montant, parfois ce n'est pas le montant que le barrage a réellement coûté, mais il y a eu des mains dessous, les rétrocommissions. Les rétrocommissions qui ont fait même les 10 milliards, il y a eu des gens qu'on peut-être on a donné à qui on a donné 7 milliards qu'il doit valider. Et tout ça est étroitement politique. Mais quand on vous suit, on comprend, hein, Monsieur Sylvestre, on se rend compte que les questions d'énergie, ce n'est pas seulement des questions qui sont d'enjeux énergétiques, mais c'est des questions d'enjeux politiques. Je peux vous dire que